Ben, écoutez, mesdames, messieurs, bonsoir et heureux de vous accueillir sur ce webinaire Zoom consacré à un conférencier connu du monde rotarien, notre ami Hervé Accard, et sur un sujet qu'il connaît et qu'il maîtrise, puisque il s'agit de l'énergie nucléaire, Fukushima, 10 ans après. Euh, nous avons un conférencier qui connaît son sujet. Il est membre évidemment du Rotary Club de Dinan. Il est poste gouverneur, mais il est aussi et surtout pour l'intérêt qu'on y trouvera ce soir, cadre retraité de l'industrie de l'énergie nucléaire. Donc il va nous faire une conférence sur Fukushima 10 ans après et je lui laisse la parole dès maintenant. Je vous rappelle juste que pour poser vos questions, en bas de votre écran, vous avez un onglet qui s'appelle Q&R, donc questions et réponses. Vous pouvez les poser là et je les transmettrai à notre conférencier en fin d'intervention. Hervé, c'est à toi et encore un grand merci pour cette soirée que tu nous prépares. Merci beaucoup, Dominique. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter un peu rapidement. Dominique l'a un peu fait. Donc, je m'appelle Hervé Accard, j'habite à Dinan. J'ai 71 ans, je suis retraité et j'ai fait toute ma carrière dans l'énergie nucléaire civile. D'abord chez Framatome, ensuite Cogema et ensuite Areva. Donc, avec différentes fonctions, ingénieur de sûreté nucléaire, ensuite responsable dans la construction et le démarrage des réacteurs de Chinon et de Flamanville pour toute la partie de la conduite et du contrôle commande. Et ensuite à l'usine de La Hague, donc l'usine de retraitement dans différentes fonctions, en particulier chef d'installation nucléaire. Et j'ai terminé directeur de la communication. Il paraît que ça donne un tout petit peu d'aisance pour parler. Donc ce soir, je vais vous parler de l'énergie nucléaire par son côté le moins sympathique, on va dire, c'est-à-dire la partie accidentelle, parce que c'est ce qui frappe le plus les gens, enfin les personnes, et ils se posent beaucoup de questions. Donc, j'ai réactualisé cette présentation que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue, parce que c'est 10 ans après l'accident de Fukushima. Alors, Fukushima, c'est vraiment une catastrophe. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous exposer qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima. C'est quoi l'origine de l'accident de Fukushima? Alors, le 11 mars 2011, heure de Tokyo, ce n'était pas l'heure française, il y a eu un séisme en mer, au large des côtes. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez ma souris, donc l'épicentre est ici. C'est un séisme extrêmement important, c'est 8,9 sur l'échelle de Richter. Alors je ne suis pas du tout spécialiste en sismologie, mais c'est une échelle ouverte et 8,9, ça fait partie des très très gros séismes mondiaux. C'est sur l'île principale de Honshu, qui est le nom de l'île sur laquelle est la capitale Tokyo. La durée du séisme, c'est 3 minutes, ce qui était extrêmement important. Et vous savez que les séismes sont suivis toujours de répliques. C'est-à-dire, ça intervient dans les minutes ou les heures qu'il y a après les sollicitations principales. Il y a eu 600 répliques, donc ce qui est énorme. Et sur ces 600 répliques, j'ai isolé 6 qui ont une magnitude de 7 dans les 24 heures qu'on suivi. Alors, magnitude de 7, vous êtes comme moi, ça ne vous dit rien. Mais pour les plus anciens, ça va vous rappeler quelque chose. Un séisme de magnitude 7, c'est Agadir. Agadir au Maroc, où il y avait eu un nombre absolument considérable de victimes. Alors, je vous passe des vidéos qui sont extraites d'un film dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, volontairement, on a coupé le son parce que le résultat est assez mauvais en diffusant le son. Donc, ce sont des Japonais qui sont au travail, dans les bureaux, qui ont filmé ça avec leur téléphone portable, ce qui explique que ça bouge beaucoup. Donc, vous avez vu comment on peut ranger son bureau. Maintenant, l'art et la manière de vider des gondoles dans les magasins. Je ne sais pas si vous avez vu juste avant, vous voyez quelques clients japonais qui ne bougeaient pas parce qu'ils sont habitués à ça. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. C'est à Tokyo. Donc, ce sont des buildings, des tours de bureaux qui sont montés sur ce qu'on appelle des polstras, donc des ceiling blocks, qui permettent d'avoir un découplage sismique et qui évite
au bâtiment d'être ruiné. Voilà, les Japonais sont dehors parce qu'on leur apprend tout petit, en cas de séisme, il ne faut pas rester à l'intérieur. Il faut être au milieu de la rue pour éviter tout ce qui pourrait tomber des maisons. Ils sont très calmes, ils sont habitués. Il faut savoir qu'il y a un séisme par mois au Japon. Et là, ils lèvent la tête tous. Pourquoi? Parce que là, il y a les sirènes qui viennent de se déclencher, qui leur annoncent le tsunami. Alors, le tsunami, c'est quoi? Le tsunami, ce sont des vagues extrêmement importantes qui sont provoquées par le séisme. Alors, je ne sais pas si on voit les mains, voilà. Donc, un séisme, c'est deux plaques tectoniques qui sont en confrontation, et à un moment, vous avez une qui fait ce qu'on appelle une zone de subduction qui va passer sous l'autre, et en faisant ce mouvement très brusque, c'est le séisme. Et si c'est en mer, ça vous crée une dépression et ensuite une surpression hydraulique qui va vous provoquer des vagues. C'est quelque chose qui est malheureusement fréquent en mer de Chine, en Thaïlande, au large de la Birmanie, au Japon aussi. Donc, c'est un phénomène qu'ils connaissent. Ils ont des systèmes d'alerte. Donc, les premières vagues ont fait 2 à 4 mètres et elles sont suivies par 4 ou 5 vagues extrêmement importantes, dont la plus importante fait 12 mètres de hauteur et par endroits, par un phénomène d'entonnoir, elle est montée jusqu'à 15 mètres de hauteur. Ces vagues géantes ont touché, alors les chiffres oscillent, ça dépend ce qu'on appelle, touché, les premiers bilans que j'avais lus parlaient de 190 km. Maintenant, les Japonais parlent de 280 km de littoral qui ont été touchés environ 3/4 d'heure après le séisme. Retenez simplement 3/4 d'heure. Vous allez voir après, c'est important pour la centrale de Fukushima. Et ces vagues, elles ont submergé tout, les digues, les ports, elles sont rentrées à l'intérieur des terres, sur plus de 10 km à l'intérieur des terres. Donc là, je vous passe aussi un extrait du film. Donc là, vous voyez en sous-titres les annonces. Donc vous avez les sirènes qui annoncent le tsunami. On voit les vagues qui sont en train d'intervenir, elles sont ici. Donc ça, c'est un garde-côte qui était en mer à ce moment-là. Là, il filme la vague, hein, vous voyez, on voit la vague ici. Et vous ne pouvez pas entendre le son, mais on y va, c'est reste droit bien face à la vague, de façon à ne pas se faire coucher par la vague. Le commentaire suivant, c'est elle fait bien 10 mètres de hauteur, voilà. Et là, le bateau, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est dommage, vous ne pouvez pas entendre le son, mais on entend les Japonais, là, qui sont, enfin, les gardes-côtes qui sont en train de hurler à bord. Donc là, on est quelques dizaines de minutes après le séisme, et c'est un hélicoptère qui est en train de filmer les premières grosses vagues en train d'arriver. Et je voulais vous montrer, regardez ça, regardez le mur d'eau là qui est en train d'arriver. Donc ces vagues vont toucher le littoral, donc on est au nord de Fukushima là. Donc ce sont les premières vagues, ce n'est pas les plus puissantes. Les plus puissantes vont arriver après. Là, ça c'est quelqu'un qui filme depuis sa voiture. Voilà, les vagues puissantes, elles sont en train d'arriver. Et elles passent par-dessus tout, elles enlèvent les voitures. Alors, c'est filmé avec des téléphones portables, c'est pour ça que ça bouge beaucoup. Donc, ils sont en train de dire, oui, c'est un tsunami, il ne faut pas rester, il faut partir. Alors ça, c'est filmé depuis un hélicoptère. Donc, voilà ce qui se passe à l'intérieur des terres. Si on regarde bien, vous voyez des gens sur leurs camions. Ici, vous voyez des voitures qui sont en train de circuler. Il y a des bateaux qui sont emmenés, il y a des incendies qui flottent avec le tsunami et qui envahissent les terres. Ici, vous avez des voitures. Donc, ça a été un désastre absolument considérable, ce tsunami, au point de vue matériel et aussi au point de vue humain. Vous allez le voir tout à l'heure. Alors ça, c'est une séquence que normalement les journalistes montrent peu. Donc, le tsunami, il est derrière. La vague, elle est en train d'arriver, là, ça bouge derrière. Et ce sont des personnes âgées, ce qui est assez fréquent au Japon, qui essayent de se sauver et elles n'y arrivent pas. Et malheureusement, je pense que la dame était emportée. Ici, sur le côté, vous voyez des gens qui essayent de sauver quelqu'un d'autre et qui vont être aspirés par la vague. Et ils partent avec les débris. Je pense que malheureusement, les personnes ne sont plus là. Ça, c'est un reporter photo de journal qui était présent. On est à côté de Tokyo et il est en train de filmer des employés qui montent sur le toit de leur bureau pour se réfugier, pour éviter la vague. Alors, ces photos sont assez impressionnantes. Voilà, la brume que vous voyez, c'est les effets de vague. C'est les tourbillons. Regardez la photo suivante. Le bâtiment a disparu entièrement sous l'eau.
À ce moment-là, la vague faisait 12 à 13 mètres, on pense. Après, l'eau se retire, on voit quelques personnes qui sont encore accrochées au garde-corps du bâtiment. Mais ce qui va être le plus impressionnant, ça va être de découvrir l'état du bâtiment à la sortie. Hier, en faisant un peu un balayage de ça, Dominique me disait la structure du bâtiment était quand même robuste. Oui, enfin, on est en structure métallique quand même. Donc, vous imaginez un peu ce qui s'est passé. Alors, le bilan du séisme et du tsunami, parce qu'on parle souvent de Fukushima, on oublie tout ce qui s'est passé avant. C'est 18 000 morts et disparus. Actuellement, il y a quand même plus de 2500 personnes qui sont portées disparues, qu'on n'a jamais retrouvées. Il y a 332 000 constructions et habitations qui sont détruites, plus de 2000 routes, 56 ponts et 26 lignes de chemin de fer. Ce qui est important, vous allez voir tout à l'heure, dans le cadre de l'accident de Fukushima, le réseau électrique à très haute tension sur l'ensemble de l'île d'Honshu a sauté. Alors, on pourra parler du réseau électrique après, la particularité du Japon, très différente de nous. Il a fallu reloger 130 000 personnes, donc ça n'a pas été le jour même, ça a été après. Et il y a plus de 50 000 hectares de terres cultivées qui ont été inondés par la mer. Alors, je ne suis pas cultivateur, mais quand la mer va dans la terre, dans des zones cultivées, c'est très, très difficile de faire repousser quelque chose derrière. Donc ça, c'est une photo qui a été prise une semaine après le tsunami. Alors, je prends mon petit papier pour lire le nom de la ville. Alors, c'est la ville de Otsushi, dans la préfecture d'Iwate. Alors, Iwate, c'est à côté de Sendai, c'est au nord de Fukushima. C'était le point le plus impacté au Japon par le tsunami, c'est au nord de Fukushima. Ce n'est pas la centrale qui était la plus impactée. D'ailleurs, on pourrait se dire, si ça avait été la centrale, qu'est-ce que ça aurait fait? Déjà, l'accident est assez sévère. Alors, on va parler un tout petit peu du nucléaire au Japon. Alors, le Japon était un pays fortement nucléarisé, le troisième du monde après les États-Unis et la France, avec 54 réacteurs en fonctionnement. À la différence de la France, nous n'avons qu'un seul type de réacteur, qu'on appelle les REP, réacteurs à eau pressurisée. Le parc japonais est en gros partagé par moitié entre les réacteurs à eau bouillante et les réacteurs à eau pressurisée. On ne va pas faire la différence entre les deux. Et vous avez en dessous une carte qui vous montre l'implantation des différents réacteurs. Alors, je ne sais pas si ma souris va réapparaître. Voilà. Ici, vous avez l'épicentre. Et ici, vous avez la centrale de Fukushima et la deuxième centrale de Fukushima, parce que finalement, il y a deux sites à Fukushima. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les réacteurs produisaient en gros 30% de l'électricité du Japon. Alors, sur le site de Fukushima, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez finalement deux centrales nucléaires. Vous avez une centrale qui s'appelle Daini, avec 4 réacteurs à eau bouillante, assez moderne, et la centrale de Daiichi, avec 6 réacteurs à eau bouillante, qui sont un tout petit peu plus anciens, mais guère plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 6 réacteurs, vous voyez en dessous la petite cartographie, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, et après on part dans l'autre sens parce que ça a été construit plus tard, le 5 et le 6. Donc, le 5 et le 6 étaient à l'arrêt, donc peu de chances qu'il y ait des problèmes. Le numéro 4 était à l'arrêt, il était vide de combustible, il était ce qu'on appelle en cours de rechargement, et le 1, le 2 et le 3 étaient en service. On va faire un tout petit peu de technique. Je vous promets que je vais essayer de ne pas vous prendre trop la tête avec la technique ou la technologie. Alors, un réacteur nucléaire, ça fonctionne comment? Et ce que je vais vous montrer est valable pour tous les réacteurs du monde, quelle que soit leur technologie. Le principe est toujours le même. Le principe, c'est, en gros, c'est une chaudière qui va faire de la vapeur. Donc, on va faire rentrer de l'eau qui va ensuite circuler autour du cœur du combustible, du cœur du réacteur, donc le combustible qui est à très haute température. Et pour produire de la vapeur, cette vapeur, ensuite, vous allez l'emmener dans un ensemble de turbines. Alors d'abord, un étage à haute pression qui va être détendu en 3 étages à basse pression avec une ligne d'arbre qui va faire tourner un alternateur pour produire de l'électricité. Cette vapeur, à la sortie, on va la condenser dans un condenseur avec une source froide. Et une fois que cette vapeur est retournée à l'état liquide, sous forme d'eau, on la remet en circulation avec des pompes alimentaires.
j'en profite pour apporter une petite anecdote. Quand j'étais tout jeune ingénieur avec mon beau diplôme tout frais plié en quatre dans ma poche, je rentre chez Framatome, enfin, je suis embauché et je rentre à la sûreté nucléaire, dans le département de la sûreté nucléaire. Et là, j'avais des anciens avec moi. Il y en a un, il me dit, est-ce que tu veux savoir comment ça fonctionne? Ben, j'ai dit oui. Il me dit, c'est simple, il y a une pompe qui pompe, une turbine qui turbine et un condenseur qui condense. Et moi, voilà, tout jeune ingénieur, avec mon beau diplôme de Bac+5, je me suis dit, je suis tombé chez les fous. Alors, tout cet ensemble, on va ensuite le mettre dans des bâtiments. Donc, le réacteur en particulier, il est mis dans ce qu'on appelle une enceinte de confinement. Donc là, je vous ai dessiné une enceinte de confinement typique des installations à eau bouillante. Et puis autour, on met un bâtiment réacteur qui est là, qui n'a pas de finalité de sûreté nucléaire. Et pareil pour le bâtiment turbine. Le nucléaire repose sur ce qu'on appelle le concept du confinement. On va faire en sorte de confiner les matières nucléaires pour éviter ou diminuer au maximum tous les rejets. La première barrière, c'est l'élément combustible. L'élément combustible, en gros, ça fait 4 mètres de hauteur suivant les technologies. Vous avez des pastilles d'uranium enrichi, entre 3 et 5% à l'intérieur. Vous avez un ressort qui est là pour absorber les dilatations. Et autour, vous avez une gaine qui est en alliage de zirconium, ce qu'on appelle des zircaloïs. La deuxième barrière, c'est un peu le principe des poupées Matryoshka, vous savez, emboîtées les unes dans les autres. Le cœur, il est mis dans une cuve en acier qui, elle, fait en gros 8 cm d'épaisseur quand même, et ça résiste c'est dimensionné à 75 bars. L'épreuve hydraulique est bien supérieure à celle-là, mais c'est dimensionné à 75 bars. Et on met le tout dans une enceinte de confinement, donc ça c'est une enceinte typique des réacteurs à eau bouillante, qui elle est dimensionnée à 5 bars. Alors les enceintes chez nous ne sont pas tout à fait la même forme, mais c'est toujours cette barrière-là. Et les réacteurs à eau bouillante ont en particularité d'avoir ce qu'on appelle un tore de refroidissement. Vous savez, un tore, c'est une figure géométrique en forme de couronne. Voilà, on appelle ça un tore. Et vous avez un bâtiment réacteur autour. Donc, pour ceux qui s'intéressent un peu plus, voilà la coupe de Fukushima. Donc, on reconnaît ici la cuve du réacteur, l'enceinte de confinement en acier, qui elle-même est mise dans une enceinte en béton. On voit le tore qui est ici, et l'enceinte du bâtiment. Et à côté, vous avez la piscine dans laquelle on va stocker le combustible en attente de rechargement ou après le déchargement pour qu'il refroidisse. Donc voilà, un circuit aux vapeurs à 70 bars, 300 degrés. Vous avez 4,30 m d'eau au-dessus du combustible. Retenez simplement qu'il y a plus de 4 mètres au-dessus du combustible, une enceinte de confinement avec une chambre sèche qui est l'enceinte, une chambre humide dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est dimensionné à 5 bars, c'est innerté à l'azote pour éviter les risques d'incendie et d'explosion, et une enceinte du bâtiment combustible avec la piscine autour. Dans un réacteur nucléaire, excusez-moi, le risque majeur, c'est la perte du refroidissement. Et ce que je vous dis est valable pour tous les réacteurs au monde, quelle que soit leur technologie, y compris dans les sous-marins. Le pire, c'est de perdre le refroidissement du combustible. La température normale, c'est aux alentours de 300 degrés. Si vous arrêtez de refroidir, ça va monter en température. Et quand vous montez en température, à partir de 900 degrés, eh ben, les gaines de combustible vont commencer à se fissurer. Vous allez avoir un relargage des matières actives dans le circuit aux vapeurs. Et ça, on n'aime pas beaucoup parce que ça fait un circuit aux vapeurs qui est contaminé, qu'il va falloir ensuite rendre propre. C'est une opération très compliquée. Et si on continue à ne pas refroidir, à partir de 1200 degrés, vous avez une réaction. Alors, c'est un peu de la chimie de papa, mais enfin, c'est vrai. Vous avez le zirconium qui forme la gaine des combustibles, va s'oxyder. Et en s'oxydant, voilà, vous avez cette réaction, alors qui est un peu plus complexe que ça, là c'est la base de la réaction, vous allez produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, c'est un gaz, il va monter en pression, et ce que vous risquez, c'est la surpression à l'intérieur de la cuve et du circuit primaire. Et si vous continuez à monter en pression, vous allez perdre l'étanchéité de la cuve et éventuellement de l'enceinte. Et l'hydrogène va s'échapper, et l'hydrogène a une limite d'explosivité extrêmement importante. Et puis, si vous continuez à ne pas refroidir, parce que vous êtes dans une situation accidentelle, à 2800 degrés, vous avez la fusion de l'ensemble des structures du combustible, c'est-à-dire l'uranium, qui est un métal, les gaines, tout ça, ça va fondre. Et vous allez ce qu'on va avoir une formation d'un magma qu'on appelle le corium.
Et ce corium, à 2800 degrés, il va commencer à attaquer l'acier de la cuve. Très vite, il va le percer, enfin très vite. Au bout de plusieurs minutes, il va le percer. C'est quand même des épaisseurs de 8 cm. Et ça va tomber à l'intérieur du bâtiment et vous risquez d'avoir une dégradation du radier en béton. Alors, pour éviter justement cette perte de refroidissement, on a plusieurs circuits qui sont prévus. Vous avez en fonctionnement normal le circuit eau vapeur qu'on a vu tout à l'heure, donc cœur turbine. Quand vous n'êtes pas en fonctionnement, vous êtes à l'arrêt. Donc, nous, on est toujours un peu, on aime bien l'humour, donc on a des circuits de refroidissement à chaud et à froid. Le froid chez nous, c'est 120 degrés. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même en dessous des températures de la réaction. Mais on prévoit aussi de pouvoir perdre ces circuits de refroidissement. Donc, il y a des circuits de secours et ou de sauvegarde, suivant les appellations, par d'autres circuits qui sont indépendants. Donc, dans le numéro 1, vous avez un circuit de refroidissement qui est passif. Il n'y a pas de pompe, il n'y a rien du tout. Ça fonctionne comme les anciennes installations de chauffage central, vous savez, par convection naturelle. Donc, il y a l'eau chaude, elle monte, et puis on la prend dans un circuit, on va la condenser dans un ballon, puis on va la réinjecter. Ça nécessite d'avoir une source de refroidissement quand même. Et dans les réacteurs 2 à 6, c'est un circuit actif à haute pression par turbopompe. La turbopompe, c'est la vapeur qu'il y avait autrefois dans la turbine. Et puis quand il n'y a plus de vapeur, on va remplacer ça par des pompes électriques avec des échangeurs thermiques. Retenez qu'une seule chose. On est dans un phénomène qui n'est pas une Formule 1, loin de là. C'est quelque chose à très forte puissance par contre, mais avec une dynamique assez importante. Donc, en l'absence de refroidissement, on appelle le dénoyage, c'est-à-dire la tête du combustible n'est plus dans l'eau, c'est 2h30 après. Donc, on a 2h30 pour réagir, ce qui finalement est très peu. Alors, le déroulé de l'accident, voilà, on revient à Fukushima. J'en profite pour vous dire que le graphe que vous voyez est le vrai enregistrement du séisme de Fukushima, enfin au large de Fukushima. À 14h46, séisme. Séisme, au Japon, toutes les installations, en particulier nucléaires, sont équipées de dispositifs pour les mettre automatiquement à l'arrêt. Donc les 14 réacteurs les plus proches de l'épicentre, tout a bien fonctionné, ils se sont mis en sécurité. Donc il y a 3 réacteurs à Onagawa, 6 à Fukushima Daiichi, 4 à Daini et 1 à Tokai, ce qui fait 14 réacteurs. Je vous ai parlé des plus proches, sachant que tous les autres qui étaient plus loin se sont aussi arrêtés. 2 minutes après, le réseau à très haute tension de l'île principale de Honshu a disjoncté pour des raisons diverses et variées, des chutes de pylônes électriques, des ruptures de postes à haute tension. Donc, plus rien, blackout total. J'allais dire, c'est prévu, effectivement. Donc, il y a des groupes diesel de secours. Donc, sur le site de Fukushima, il y avait 14 groupes. Il y en avait 2 par réacteur, sauf le dernier, le numéro 6, qu'on avait 4. Et à ce moment-là, on applique les procédures, c'est on active les cellules de crise entre le site et TEPCO, qui est la société propriétaire. TEPCO, ça veut dire Tokyo Electric Power Company, le siège est à Tokyo. C'est la procédure, on active la cellule de crise parce qu'on n'est pas dans une situation normale. On a perdu les alimentations électriques, on est sur les diesels de secours, c'est une situation dégradée, donc on active la cellule de crise. Ça marchait globalement assez bien, on va dire. On n'est quand même pas dans une situation normale, hein. On n'est pas à la fête foraine. 3 quarts d'heure après, une vague de 14 mètres a submergé les infrastructures de la centrale de Fukushima Daiichi. Qu'est-ce que ça a provoqué? La destruction du poste de prise d'eau de mer. Alors, le poste de prise d'eau de mer, c'est quoi? C'est la source froide de la centrale. Donc, plus de source de refroidissement. L'eau rentre, elle détruit les citernes à gazole qui servaient à alimenter les groupes électrogènes. Donc, les groupes, ils avaient une toute petite citerne à l'intérieur, mais qui n'aurait pas permis de fonctionner trop longtemps. De toute façon, les 13 groupes sur 14 ont été perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été submergés. Et les installations électriques ont été submergées. Donc, tout a déclenché, ce qui a provoqué ce qu'on appelle un blackout et une perte des informations. S'il y a des gens qui ont travaillé sur les bateaux dans la marine marchande, c'est ce qu'on redoute le plus sur un bateau, c'est ce qu'on appelle le blackout. Et donc, 7 minutes après, il a fallu 7 minutes pour commencer la gestion de crise par la cellule site
la cellule TEPCO, alors ils étaient déjà en relation, et la cellule Premier ministre. Pourquoi 7 minutes? Plus de réseau à haute tension, ça veut dire plus de réseau téléphonique au Japon. Et ça veut dire aussi qu'il a fallu mettre en œuvre un circuit de communication dit de sauvegarde. Il a fallu 7 minutes pour qu'on le mette en œuvre entre la centrale de Fukushima et Tokyo. Alors, je vous passe cette vidéo. Je vais la repasser parce qu'elle dure très, très peu de temps. Alors, cette vidéo a été tournée par quelqu'un qui était sur la côte, à côté de Fukushima. Et ça, par contre, ce sont des caméras de surveillance du site de Fukushima. Donc, je vais vous la repasser. C'est la seule vidéo qui existe de la vague qui a frappé le site de Fukushima. Regardez, on voit la vague à côté de la cheminée qui frappe le mur de la digue et qui ensuite, l'eau envahit complètement les installations. Donc, on est à côté de la salle des machines. Ce sont tous les auxiliaires électriques qui vont se retrouver sous 5 mètres d'eau. Voilà, donc là, on est, alors je ne sais pas si la flèche fonctionne, donc la mer est ici, la côte est là, ça c'est le bâtiment réacteur, et ça c'est la salle des machines et le bâtiment des auxiliaires. Donc, je ne connais pas le plan exact du site, je pense que les diesels devaient être dans ces endroits-là, donc submergés par 5 mètres d'eau. Alors, quelle est la situation sur le site à partir de cet instant? Il n'y a plus d'accès, toutes les routes sont détruites, impraticables. Vous avez des fissures dedans, vous avez des arbres qui sont tombés. Il y a 400 opérateurs qui sont bloqués sur le site. Et moi, j'ai toujours dit, heureusement qu'ils étaient 400. Heureusement qu'on n'était pas la nuit et un week-end. Ils auraient été 2 fois moins. Là, on était en pleine journée. Il y avait 400 opérateurs. Ce qui a permis quand même de faire face à la situation accidentelle. Excusez-moi. Pas d'électricité, ça veut dire rien pour alimenter les machines, pas d'ordinateur. Les salles de conduite et tous les bâtiments sont dans le noir, vous ne pouvez pas circuler. Vous n'avez aucune mesure qui fonctionne. Et si jamais elle fonctionne, vous ne savez pas ce qu'elle vous dit parce que vous n'avez pas d'organe de contrôle et vous n'avez pas d'organe de commande. Alors, dans mon métier, on appelle ça le contrôle-commande. C'est-à-dire le bouton qu'on tourne pour donner un ordre et le petit voyant qui vous dit que l'ordre est passé. Les vannes sont inactives et surtout, vous ne savez pas du tout dans quelle position elles sont. Vous ne savez pas si elles sont ouvertes, fermées ou dans une position intermédiaire. Vous n'avez plus moyen de savoir. Tout ce qui est électrique, moteur et pompe, tout se retrouve à l'arrêt, y compris la ventilation. Pas de réseau téléphonie, ni mobile ni fixe. Heureusement, le réseau de téléphonie interne du site a continué à fonctionner parce que lui, il avait ses propres batteries d'alimentation. Et au Japon, il y a un réseau de crise opérationnelle qui existe aussi en France, qui est indépendant du circuit téléphonique classique et qui est avec des lignes surprotégées qui, heureusement, n'ont pas été rompues. Il aura fallu 2 jours pour que les tout premiers véhicules arrivent sur le site. Quand je dis les tout premiers, ils n'étaient pas nombreux. Et il a fallu 1 semaine pour établir l'alimentation électrique externe. 1 semaine. Tout à l'heure, je vous ai parlé de 2h30. Donc ça, c'est les conditions de travail sur le site. Donc ils sont avec les lampes frontales, ils n'ont plus d'ordinateur, ils n'ont plus rien. Ils essayent de comprendre ce qui se passe sur les rares instruments qu'ils ont réussi à remettre en service. Ils ont ressorti les dossiers avec les plans papier, alors qu'on travaille, y compris en France, sur des schémas sur l'ordinateur. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais vous faire brièvement, parce qu'il y a un autre exposé où c'est beaucoup plus complet, et même complexe, la situation des réacteurs. Je vous ai dit tout à l'heure, le poste d'eau de mer a été submergé. Ça veut dire plus de sources de refroidissement. Donc, ils ont fonctionné avec les réserves d'eau qu'ils avaient sur le site. Et elles n'étaient pas suffisantes. Donc, au bout de 14 heures pour le réacteur numéro 1, 58 heures pour le 2 et 30 heures pour le numéro 3, il n'y a plus de refroidissement. Et n'ayant plus de refroidissement, ça veut dire que les systèmes de refroidissement ultimes ne pouvaient plus être refroidis non plus. Ça veut dire que rapidement, vous avez eu le non-fonctionnement du refroidissement passif du numéro 1. Il faut en profiter pour dire qu'il a quand même fonctionné grâce aux opérateurs, j'allais dire pas tout à fait au péril de leur vie parce qu'ils ne savaient pas trop comment c'était, mais qui ont été à la main ouvrir des vannes et des clapets pour que l'eau circule. Pareil pour le 2 et le 3. Alors, pour le réacteur numéro 2, il a quand même fonctionné pendant 2 jours et demi, ce qui a malheureusement laissé croire qu'il
le réacteur numéro 2 était tiré d'affaire. Donc, quand vous n'avez plus de refroidissement, vous allez dénoyer votre combustible, vous allez commencer à avoir des ruptures de gaine. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, à partir de au-dessus de 1000 degrés, vous avez une oxydation, ce qui va créer de l'hydrogène. Donc, dans les 3 réacteurs, avec une dynamique et des temps différents, vous avez eu une surpression d'hydrogène. Et comme ça a continué à ne pas être refroidi, on a commencé à fondre le combustible. Quand vous avez une surpression d'hydrogène, ce qu'il faut faire, et ce qui est prévu, il faut ce qu'on appelle éventer, c'est-à-dire on va casser la pression en relarguant les gaz contenus dans la cuve. Alors, ce sont des circuits spécialisés pour faire ça. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus d'électricité, les vannes ne fonctionnaient plus, ce sont des opérateurs qui ont été faire l'éventage en hydrogène des 3 réacteurs, du numéro 1, du numéro 2, du numéro 3. Ils ont réussi à éventer le 1 et le 3. Mais cet hydrogène, normalement, quand il est éventé, il part dans les circuits de ventilation pour passer à la cheminée. Je vous ai dit tout à l'heure, plus d'électricité, ça veut dire que, y compris les circuits de ventilation, étaient à l'arrêt. Donc cet hydrogène n'a pas été évacué. Il a stagné à l'intérieur du bâtiment des réacteurs, qui sont des bâtiments, j'allais dire, non pas légers, mais c'est ces bâtiments industriels qui ne sont pas des bâtiments de confinement. Et donc, cet hydrogène, en stagnant, à un moment, la concentration est telle qu'il a explosé dans le numéro 1, dans le numéro 3, 2 jours après. Et le numéro 4, qui était à l'arrêt, normalement, n'aurait pas dû exploser. Sauf que les circuits de ventilation sont communs entre le 3 et le 4. Et comme les ventilateurs ne marchaient pas, l'hydrogène, au lieu de partir par la cheminée, il est parti dans le numéro 4. Et donc, le numéro 4 a explosé aussi. Et cette explosion que tout le monde a vue à la télévision, que je vais vous montrer tout à l'heure, a créé ce qu'on appelle une dissémination gazeuse. Et ce n'est pas très propre. Par contre, dans le numéro 2, c'est beaucoup plus grave. L'éventage a été impossible. Les opérateurs n'ont pas réussi à ouvrir les vannes pour libérer la pression et pour faire l'éventage de l'hydrogène, ce qui a créé une surpression de l'ensemble du circuit primaire et ce qui a provoqué une rupture du confinement au niveau du TOR. Donc le TOR, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'anneau qui est sous la cuve et qui permet en situation normale de casser la pression. Mais là, on n'est plus du tout en situation normale. Donc là, on a eu une rupture du confinement. Et ce qui a provoqué une dissémination et une contamination de produits de fission. Le vrai accident de Fukushima, c'est celui-là. Ce ne sont pas les explosions. Les explosions, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas très propre, c'est polluant, il ne faut surtout pas dire non, c'est contaminant, mais c'est léger. Alors que là, on est dans une vraie contamination aux produits de fission, c'est ce qu'il y a de pire. Et après, dans les 3 cœurs, il y a eu la fusion totale, les 3 cuves ont été percées et le béton est corrodé sur 80 cm. Au moment de l'accident, bien entendu, on ne le savait pas, ça a été vérifié après. Donc voilà un graphique rapide, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc le numéro 1, ils ont tenté de refroidir un peu, ils ont réussi à mettre un peu de source froide, ils ont fait l'éventage, ils ont eu l'explosion dans la journée qui a suivi. Le numéro 3, du refroidissement, une interruption, à nouveau du refroidissement, mais pas suffisant, donc production d'hydrogène, ils ont fait un éventage, ils ont réussi à refroidir avec le peu d'eau douce qui leur restait, et après ils ont eu l'explosion. Le numéro 2, beaucoup de personnes ont cru au Japon que le numéro 2 était sauvé parce qu'il n'y avait pas d'explosion d'hydrogène et que le refroidissement était assuré pendant 2 jours et demi. Mais après, il n'y avait plus assez de sources froides, donc il y a eu une rupture du refroidissement, il faut que je retrouve ma souris, voilà, avec ici une explosion qui n'est pas une explosion d'hydrogène, c'est une explosion de surpression des circuits primaires. Et après, les 3 réacteurs ont été refroidis à l'eau de mer. Ça veut dire que les installations étaient foutues. Parce que l'eau de mer, c'est corrosif et surtout à chaud. Alors voilà un petit schéma rapide qui vous montre ce qui s'est passé. Le numéro 1, explosion d'hydrogène, le lendemain du séisme, le 12 mars. Le 14, 2 jours après, c'est le numéro 3, explosion d'hydrogène. Le lendemain, l'hydrogène qui avait stagné et qui a circulé au réacteur numéro 4, explosion du numéro 4. Et le numéro 2,
3 jours après, donc le 15 mars, enfin 4 jours après le séisme, le 15 mars, ici, vous avez l'explosion qui est interne et qui n'est pas une explosion d'hydrogène. D'ailleurs, c'est une explosion de surpression du circuit primaire qui est monté en pression et les installations n'ont pas tenu. Et je répète que le vrai accident de Fukushima, c'est l'explosion du numéro 2 et le relargage des produits de fission dans l'environnement. Alors, je vous passe ça. Donc ça, c'est une capture sur une télévision. C'est l'explosion, la première explosion qui a eu lieu sur le site. Et ça, c'est le réacteur numéro 3. C'est l'explosion la plus violente. C'est le réacteur numéro 3. Alors, souvent, ce que je dis, quand vous êtes japonais, que vous avez un certain âge et que vous voyez ça à la télévision, malheureusement, ça vous rappelle des choses pas très sympathiques. Alors, cette carte, c'est la carte de la contamination autour de la centrale de Fukushima. On y reviendra tout à l'heure. On pourra la commenter si vous le souhaitez, avec les chiffres. Bon, les chiffres, vous savez, dans l'industrie nucléaire, enfin, pas que dans l'industrie, dans le nucléaire, on utilise des unités que personne ne connaît, qui sont le Becquerel, le Sievert, des choses comme ça, voire même encore des gens qui parlent en vieille unité, en Curie et en Gray. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu ou entendu sur la réaction des autorités japonaises concernant l'accident de Fukushima. Moi, personnellement, je le dis et je ne suis pas le seul. Les autorités ont extrêmement bien réagi vis-à-vis de la population. Pour le reste, on pourra en discuter. Mais vis-à-vis de la population, ils ont extrêmement bien réagi. Dès le lendemain de la rupture des digues de Fukushima, de la submersion et du début de la situation accidentelle dans la centrale, ils ont évacué 20 000 personnes. 3 jours après, ils ont fait une évacuation complémentaire de 50 000 personnes. On est déjà rendu à 70 000 4 jours après le séisme. Le même jour, ils ont confiné 62 000 personnes. 62 000, confiné, ça veut dire que vous êtes chez vous, vous ne sortez pas, vous avez du ruban adhésif pour obturer tous les ouvrants, c'est-à-dire les fenêtres, les portes, etc. Si vos enfants vont à l'école, vous n'allez pas les chercher. Je ne suis pas sûr qu'en France, ça marcherait bien d'ailleurs. Et un mois après, ils ont évacué 10 000 personnes de plus. Pourquoi un mois après? Parce que les mesures au sol avaient été faites et il a fallu créer ce qu'on appelle une zone interdite. Donc là, on est rendu à 80 000 personnes évacuées, plus 62 000 confinées chez elles, qui ont été évacuées après d'ailleurs. Alors, jusqu'au 15 mars, le maximum de la contamination est gazeuse. Hein, c'est les 3 explosions, il y en a 2. La 4e, le numéro 4 étant à l'arrêt, ce n'est pas une explosion contaminante, mais la 1 et le 3, ce sont des explosions contaminantes, c'est gazeux. Donc, ça part avec les vents et c'est principalement dirigé vers l'est, donc vers l'océan Pacifique. Et le vrai accident, hein, je le répète, hein, j'espère que ça va bien rentrer, c'est vraiment la perte du confinement du réacteur numéro 2 qui provoque une contamination au césium, plus plein d'autres petits copains pas du tout sympathiques. Et cette contamination a été rabattue au sol par la pluie et la neige sous la forme d'un panache de 20 km par 70 en direction du nord-ouest. C'est ce qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. Ils ont refroidi à l'eau de mer, ce qui a provoqué 100 000 m3 d'eau de mer contaminée qu'il a fallu en vitesse éviter de rejeter à la mer. La contamination gazeuse a traversé le Pacifique. Elle a été détectée aux États-Unis, j'allais dire 5 jours après, le 16 mars. Elle a continué, elle a traversé les États-Unis, l'Atlantique. Alors vous allez dire, ah bon, ça traverse tout ça? Ben oui, parce qu'on est, je ne suis pas climatologue, mais on est dans les couches qui sont au-dessus des nuages, les couches stratosphériques des vents, donc qui font le tour du globe. Donc, ça a été détecté dans le nord de l'Europe, c'était dans les pays scandinaves le 21. En France, on l'a détecté le 24. Le niveau détecté, c'est en gros le millième de celui de Tchernobyl de 86. Et la contamination au sol au Japon, il n'y en a pas eu ailleurs, c'est le 10e de celle mesurée autour de Tchernobyl. Bon, ça, c'est en complément. 23 000 personnes sont intervenues pendant une année sur le site. Tchernobyl, c'est 600 000. Avec une permanence de 6 000 personnes, et ils sont toujours à peu près 6 000 sur le site actuellement pour gérer le site et son devenir.
Alors, je vais vous passer ça. On va la passer 2 ou 3 fois. Voilà. Alors, une explication de ce que vous venez de voir. Ce que vous venez de voir, c'est une modélisation qui a été faite par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de France, parce qu'on a été pratiquement les seuls à être écoutés et crédibles sur l'analyse de cet accident. Donc, l'IRSN a fait une simulation des rejets, aussi bien gazeux que de la contamination au sol. Alors, ma souris, il faut qu'elle apparaisse. Donc, l'épicentre, il est là avec Fukushima. Tokyo est ici. Alors, je vais vous repasser une autre fois cette vidéo et vous allez voir ce à quoi le Japon a échappé. Regardez bien. Si ça veut bien démarrer, voilà, non, ça ne veut pas. Hop, voilà, c'est parti. Le nuage passe au-dessus de Tokyo. Vous avez vu le nuage, il est passé au-dessus de Tokyo et juste après, il est monté ici. Et là, il pleuvait et il y avait de la neige. Donc, je vous le repasse, c'est la dernière fois, je vous promets. Il ne faut pas trop en abuser. Ah, flûte, excusez-moi. Voilà, on passe au-dessus de Tokyo et ça s'est rabattu au sol à ce moment-là. Et voilà ce qui s'est passé donc au sol. Vous avez ici la centrale de Fukushima qui est là. Et voilà le panache au sol, ce que malheureusement dans le jargon on appelle la plume. Voilà, j'y peux rien, c'est pas moi qui ai appelé ça comme ça. Donc ici vous avez les niveaux au sol qui sont très importants. On est à plus de 600 000 becquerels au sol, c'est absolument considérable. Ici, vous avez les niveaux, ce qu'on appelle d'irradiation, donc 20 millisieverts, 10 millisieverts, 5 millisieverts, et au-delà, on considère qu'il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Donc, ceci a provoqué des zones d'exclusion que voilà. Donc, tout ce que vous voyez en colorié a été évacué, soit tout de suite, soit dans les semaines qui ont suivi. Au total, il y a 160 000 personnes qui ont été déplacées. C'est absolument considérable. Et vous avez une zone qui est ici, ce qu'on appelle la zone interdite, qui est toujours interdite à ce jour. Hein. Des zones qui, potentiellement, on pourrait réhabiter, etc. Et des zones qui ont petit à petit été réouvertes. Donc voilà les zones qui ont été fermées avec évacuation totale de la population. Donc on travaille sur le site, enfin les Japonais travaillent sur le site pour ramener un niveau d'irradiation au sol de 1 millisievert par an pour le niveau d'exposition qui est le niveau admis pour le public, y compris en France. L'exposition actuelle au centre est de 100 millisieverts, donc 100 fois trop fort par rapport à ce qu'il faudrait. Il y a 10 à 20 en périphérie, moins de 5 à l'extérieur, c'est ce que je vous ai montré. Je vous donne quelques ordres de grandeur. Donc la limite d'exposition en France et en Europe et au niveau international, c'est pour la radioactivité artificielle, pour vous comme pour moi. Moi maintenant, je suis un individu lambda pour le sujet, c'est 1 millisievert par an. Sachant qu'on a une exposition naturelle à la radioactivité naturelle de 2,5 millisieverts par an. Nous qui sommes en Bretagne avec le granit, on est plutôt aux alentours de 4. On ne s'en porte pas plus mal d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et puis quand vous allez vous faire soigner, vous allez avoir un scanner abdominal. Alors bon, ce sont des chiffres un peu forts. Hein. Maintenant, il y a un médecin qui me dit non, maintenant c'est moins que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se faire soigner, hein, mais voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Au Japon, les autorités ont créé un suivi médical de 2 millions de personnes sur 30 ans, dont 360 000 enfants jusqu'à leur âge de 20 ans, ainsi que 20 000 femmes enceintes et leurs enfants jusqu'à l'âge de 20 ans. Et il y avait une étude épidémiologique qui avait déjà été lancée au Japon suite à un accident de rejet de mercure dans la mer, ce qu'on appelle le syndrome de Minamata. Il y en a qui doivent connaître ça. Donc, c'est quelque chose qui avait été un peu oublié. En 2010, ils avaient décidé de refaire une étude épidémiologique sur 100 000 femmes enceintes. Et donc, ils ont fait rentrer ces 100 000 femmes enceintes dans la cohorte des personnes qui sont suivies. Et ils ont fait un questionnaire sur 2 millions de personnes entre le 11 mars et le 11 juillet. C'était le 11 mars, vous faisiez quoi? Vous étiez où? Est-ce que vous avez fait des courses? Qu'est-ce que vous avez acheté? Qu'est-ce que vous avez consommé? Est-ce que vous avez été au cinéma? C'est en gros ce qu'on appelle des questionnaires d'habitude de vie, et c'est ce qu'on fait régulièrement sur des cohortes qui sont suivies.
Voilà, je vous passe la vidéo. Donc ça, ce sont des contrôles de contamination qui sont faits dans les galeries marchandes à Sendai. Donc Sendai, c'est à côté de Fukushima, c'est une préfecture. Alors je peux vous le repasser parce que vous allez essayer de voir un peu comment ça se passe au Japon. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de balisage. Les gens sont ordonnés, disciplinés. On appelle ça le sens citoyen du japonais. Et puis, je vous ai mis cette photo parce que je trouve que le petit bout, il est un peu craquant, là. Il se fait contrôler avec un monsieur qui n'est pas tout à fait aux normes, d'ailleurs. Hein. Il n'a pas de surbotte, il a un jean, et il est en tenue de ville avec une vague sur blouse. C'est pas terrible. Enfin, bon, c'est comme ça. Ça, ce sont des centres d'hébergement qui ont été créés en urgence pour les 80 000 personnes qui ont été évacuées, qu'il a fallu reloger tout de suite. Alors ça, c'était filmé en hélicoptère dans la semaine qui a suivi l'accident. Ce que vous voyez, c'est le numéro 3, c'est l'explosion la plus violente. Hein. Toute la structure a sauté. La vapeur que vous voyez, c'est lié au refroidissement. Ça, c'est le numéro 4, qui est moins ruiné. Donc voilà, après, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des camions de pompiers pour refroidir à l'eau de mer. Et ça, c'est une idée de la piscine du combustible avec tous les débris qui sont tombés dessus. Et donc, la vraie difficulté, les petites bulles que vous voyez, c'est l'hydrogène qui est formé par la radiolyse de l'eau. Alors, où est-ce qu'on en est sur le site actuellement de Fukushima? Alors, ça, c'est fait. Les conditions stables sont faites. Le réacteur numéro 1 a été couvert. Les 100 000 m3 d'eau de mer ont été traités. Alors, ce n'est pas stopper les émissions. Je me suis un peu trompé. Il a fallu dire stabiliser les émissions contaminantes et irradiantes. Le réacteur numéro 3 est couvert et les combustibles de la piscine numéro 4 ont été déchargés. Ils sont en train de décharger les piscines numéro 1, 2 et 3. Ils commencent à réduire le débit de dose pour arriver à 1 millisievert par an. Pas 1 millimètre, qu'est-ce que je raconte? Il faudra conditionner les déchets, inspecter les débris de combustible et les corium. Alors ça, ils commencent à le faire. Et j'en profite pour dire que les Japonais sont devenus les champions du monde de la robotique sous irradiation. Ils ont mis au point des robots, y compris le robot qui va chercher le robot qui tombe en panne. Et ils commencent à inspecter les structures sous irradiation. Ensuite, il faudra 10 ans pour enlever les débris de combustible et les corium. Ça n'a jamais été fait dans le monde. Dans les 2 autres accidents, aux États-Unis et à Tchernobyl, jamais on a réussi à intervenir pour enlever les combustibles et les corium. Et ensuite, il faudra démanteler les réacteurs et conditionner, décontaminer l'ensemble du site. Là, il n'y a pas de délai vu les conditions d'intervention. Un petit schéma rapide pour expliquer ce qu'est le corium. Donc ici, vous avez le fond de la cuve qui a été percé, les combustibles, les grappes. Le corium, il est là. Il a attaqué le béton, il a percé la cuve. Les Japonais pensent qu'il n'a pas percé l'enveloppe métallique qui est noyée dans le béton. En vrai, c'est quand même une attaque de 80 cm. Voilà la couverture dans l'enceinte numéro 1. C'est antisismique, hein, on est au Japon. Ça, c'est la hotte de déchargement qui a été construite pour vider la piscine du numéro 4. Le vrai problème de Fukushima actuellement, ce sont les infiltrations et les rejets d'eau. Je me dépêche parce que je vois l'heure qui tourne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La nappe phréatique s'est déplacée avec le séisme. Donc, les eaux souterraines, elles passent maintenant sous les 4 réacteurs, elles envahissent les sous-sols, elles se mélangent aux eaux de réfrigération parce qu'on continue à refroidir. Ça s'infiltre en fuyant vers la mer. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Il a fallu limiter les infiltrations. Donc, pour ça, ils ont fait des puits. Voilà, je vais vite sur le sujet. Ils ont construit un bardage d'étanchéité en façade mer. Ils drainent et ils pompent en permanence. Et surtout, un truc absolument incroyable, ils ont créé une barrière, une sorte de sarcophage en souterrain autour des 4 réacteurs par congélation des sols. C'est absolument incroyable. Et qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Sécuriser les stockages d'eau contaminée. Il y a quand même 1 500 000 m3 d'eau contaminée. Et il va falloir les traiter par, on pense, évaporation, contrôle et certainement rejet très au large. Mais ça, la décision n'est pas prise. Voilà le mur. Alors, c'est en voie d'achèvement. C'est pas vrai, c'est terminé. Voilà le schéma de ce qu'ils ont fait. Alors, rapidement, voilà la congélation des sols. Donc, la congélation des sols, c'est sur 2 km de long, une épaisseur de 3 mètres sur en gros 23 mètres de profondeur, avec des groupes frigos qui injectent, ce n'est pas de la saumure, mais ils injectent du fréon, enfin des sortes de fréons, du frigogène, voilà, pour congeler les sols. Et avec ça, c'est une sorte de bardage étanche souterrain. C'est absolument incroyable.
On n'a pas trop le temps, mais sachez que c'est ce qui a été fait à la station Saint-Michel pour la construction du métro. Voilà les réservoirs d'eau contaminée. Voilà une autre vue du site. Alors ça, c'est la vue qu'on peut trouver sur Google. Elle n'est pas terrible et en plus, elle n'est pas à jour. Voilà le site actuellement. Donc ici, vous voyez toutes les citernes de stockage d'eau contaminée. Ce n'est pas saturé, mais ce n'est pas loin. Donc, il se donne jusqu'à la fin de l'année 2021 pour proposer une solution pour gérer complètement ces 1 500 000 m3 d'eau contaminée. Le retour d'expérience, il a fallu créer des murs de protection anti-tsunami qui n'existaient pas. Donc ça existe. Donc il y a actuellement 450 km de murs anti-tsunami de 17 mètres de hauteur. Alors qu'est-ce qu'on sait maintenant? La digue de protection était trop basse. Elle était calculée pour des tsunamis de 8 mètres. Le tsunami, il a fait 15 mètres. Les installations électriques étaient inondables. Alors là, c'est un propos personnel, c'est inacceptable. Les générateurs de secours étaient vulnérables. Pareil, c'est inacceptable. Les opérateurs étaient mal préparés aux situations extrêmes. Certainement, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça. Interprétation erronée des mesures dégradées. Ils avaient très peu de mesures à leur disposition. Normalement, ils n'en avaient pas du tout. Ils ont réussi à en remettre quelques-unes en service avec des batteries de camions. Ils ont réussi à connecter des circuits pour essayer de mesurer des niveaux et des pressions. Mais ils n'avaient pas tout à fait les bonnes mesures ou pas suffisantes et ils ont mal interprété, en particulier les pressions à l'intérieur du circuit et ils n'ont pas vu la surpression. Le risque hydrogène était mal maîtrisé et ça, maintenant, on sait que c'est tout à fait vrai. Alors là, il y a eu des interférences avec les cellules de crise. Oui, c'est sûr, on a nous aussi des enseignements à en tirer. Alors les Japonais n'étaient pas audibles, donc ce sont les Français qui ont fait l'analyse de cet accident et les cellules de crise françaises ont fait autorité. Il y avait un point presse tous les jours pendant 15 jours. Ce sont les Français qui ont traité les 100 000 m3 d'eau de mer avec une installation qui existe à La Hague, qui était copiée, qu'il a fallu développer, construire en 3 mois et on a traité en 5 mois. En France, on a lancé ce qu'on appelle les évaluations complémentaires de sûreté, j'allais dire la semaine suivante pratiquement. Le premier rapport est tombé en décembre et il en est sorti qu'il fallait faire ce qu'on appelle des stress tests. Donc il fallait étudier le comportement des installations et des opérateurs aux situations dégradées. Donc on va se mettre dans des situations, j'allais dire, pratiquement pas possibles. Donc il y a un séisme qui provoque une inondation. Cette inondation vous donne une perte d'alimentation électrique, vous perdez toutes les sources de refroidissement et vous avez un dégagement massif d'hydrogène. Messieurs, vous avez 4 heures, vous faites quoi? Voilà, c'est ça un stress test. À partir de ça, on a tiré quand même un retour d'expérience. Et on sait maintenant qu'il faudra 10 ans, voire plus, parce qu'on est à 10 ans, on n'a pas fini. Améliorer la sûreté des piscines, c'est en cours. Installer pour chaque réacteur, là je parle de la France, des groupes diesel d'ultime secours. Donc actuellement, plus de la moitié des réacteurs en France sont équipés de diesel d'ultime secours. EDF a rencontré des problèmes avec la fourniture des moteurs. Il y a des moteurs qui ont pris feu. Voilà, c'est pour la petite histoire. C'est pas très drôle, mais c'est comme ça. Créer des sources froides supplémentaires. Alors ça, c'est un gros travail. Ça veut dire qu'il faut créer d'autres sources, d'autres prises d'eau, avoir des puits, avoir des sources avec des bassins de rétention. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et surtout, prévoir un cendrier de récupération du corium, ce qui n'est pas prévu dans les réacteurs actuels. L'EPR en construction, qui n'en finit pas d'être construit, a un cendrier de réception, mais les autres n'en ont pas. Donc, il faut créer un cendrier, ce qui n'est pas forcément simple. Et puis, il faut préparer à la gestion d'accidents graves dans des conditions réalistes. Donc, il faut de plus en plus faire du training des opérateurs pour les mettre dans les situations les plus compliquées possibles, mais qui soient quand même réalistes. Et il faut renforcer les exercices de crise et ce qu'on a appris du Japon en impliquant l'ensemble des acteurs, y compris les plus hauts niveaux gouvernementaux. C'était un des problèmes du Japon. Il y a eu interférence entre la décision de la CU ministérielle et l'exploitant opérateur. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant sur le retour de la population autour du site? Donc, les surfaces évacuées en 2011, c'était 1600 km², 1650. Pour un ordre d'idée, Tchernobyl, c'est 13 000. Il y a eu 165 000 habitants concernés par cette évacuation. Fin 2020, donc il y a très peu de temps, il n'y a plus que 20% de la surface qui est interdite, ce qui concerne 20 000 habitants.
Alors, est-ce que les personnes sont revenues habiter chez elles? Eh bien non. Le taux de retour dans les zones autorisées est inférieur à 20%. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça fait 10 ans. Donc en 10 ans, les personnes ont refait leur vie ailleurs. Ils se sont réinstallés, ils ont repris une activité, voire même ils cultivent, etc. La défiance du nucléaire est à son plus haut niveau au Japon actuellement. L'opérateur TEPCO n'a pas été crédible. L'État, d'ailleurs, l'a mis en insolvabilité de façon à le nationaliser. L'autre conséquence, c'est l'état de la production d'électricité au Japon. Donc, sur les 54 réacteurs qui avaient en production en 2011, 9, depuis l'année dernière, sont autorisés à redémarrer. Ils n'ont pas tous redémarré, mais ils sont autorisés. 21 sont arrêtés définitivement, ne démarreront jamais. Ils seront démantelés. Donc, presque la moitié du parc. 24 sont en cours d'examen et en attente de décision. Et sur les 24, on pense que peut-être la moitié n'auront pas le droit de redémarrer. Et 3 qui étaient en construction ont leur construction suspendue depuis plus de 10 ans. Ce qui n'est pas sympathique pour eux. Et la part du nucléaire dans la production électrique est tombée de 29% à 6,5%. Donc il a fallu que le Japon se rapprovisionne autrement. Et ben, c'est essentiellement du gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau. 28% c'est le charbon, 4% le pétrole. Alors ça veut dire que c'est très peu, parce que le pétrole sert essentiellement à l'industrie pétrochimique et au transport au Japon. L'hydroélectrique 8-8, ça n'a pas tellement changé, parce qu'ils sont comme nous en France, on a fait le plein des installations, difficile de construire des barrages. Le photovoltaïque est très important au Japon, 7,4, le nucléaire 6,5. Le bois, j'ai eu du mal à trouver ce chiffre parce qu'il était mélangé avec les autres, 3,8. Les déchets, ce sont les déchets ménagers qui sont brûlés dans des centres comme il y a à Vitry en région parisienne. La biomasse, c'est essentiellement les déchets de l'industrie du bois. Donc, ce sont les sciures, les copeaux, etc. L'éolien, extrêmement faible au Japon, 0,8%. Et la géothermie, bon, c'est un peu anecdotique, mais enfin, il y a 0,2% quand même. Voilà, je vous laisse les références et la bibliographie de tout ce que je vous ai présenté et je vais retrouver Dominique qui va maintenant nous donner un tout petit peu un état de l'auditoire. J'ai été un peu long, je suis désolé. Ah, mais on n'a pas vu le temps passer, mon cher Hervé, parce que je pense que le sujet était intéressant et le conférencier était brillant. Donc, Merci. moi, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas si je retiendrai tout, mais je reviendrai peut-être vers toi ultérieurement. En tout état de cause, écoute, nous étions plus de 50 écrans branchés ce soir à t'écouter. Bien. Il y a des questions, donc je vais d'abord commencer, charité commencer, hein, bien ordonnée commence par soi-même, hein. Je vais commencer par la mienne. Je voulais savoir si finalement, fort de l'expérience japonaise, la triste expérience japonaise, et d'ailleurs on peut s'étonner que les Japonais qui ont une certaine maîtrise des conséquences des séismes n'est pas imaginé qu'un tsunami puisse envahir effectivement leur site nucléaire. C'est assez surprenant, mais il y a sans doute des réponses à cela qu'ils apporteront ou qu'ils ont déjà apportées. En tout état de cause, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que le Japon, c'est encore un peu loin pour moi, est-ce que finalement en France, un tel risque, bien que tu aies répondu partiellement sur la fin de ton intervention, est-ce qu'un tel risque est possible? Pas forcément avec les mêmes causes, hein, avec d'autres causes, mais est-ce que sur notre parc nucléaire, nous pouvons avoir de tels incidents? Alors, première réponse concernant les tsunamis. Pourquoi dans une région du monde extrêmement sismique, hein, ce n'est pas la seule, mais le Japon est réputé pour être très sismique, ce risque n'a pas été pris en compte. Alors, il a été pris en compte à la conception de la centrale de Fukushima avec les données de l'époque. Les données de l'époque dataient de 1900, ce que j'ai retrouvé 1963 à peu près, et qui n'étaient pas sur des tsunamis japonais, qui étaient sur des tsunamis qui étaient arrivés en Thaïlande, en Birmanie et en Inde. Et donc, le modèle a été transposé sur le Japon et ils ont pris dans la conception, en tout cas pour Fukushima, une vague de 8 mètres.
Donc, les digues faisaient 8 mètres de hauteur. Enfin, 8 mètres plus peut-être 50 centimètres. Mais en aucun cas, ils avaient réévalué ce risque sur des vagues de 15 mètres. Alors, c'est certainement un reproche qui leur a été fait après coup, c'est que cette réévaluation avait été faite par les autorités de sûreté, le ministère, etc., mais les exploitants, soit n'en ont pas tenu compte, soit on ne leur a pas imposé de le prendre en compte. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut mettre à leur passif. Est-ce que ça peut arriver en France? Alors, étant un ancien du nucléaire, jamais il ne faut répondre non. Quelqu'un qui répond non, il ne faut jamais le croire. Parce que le risque zéro n'existe pas. Par contre, notre métier, quand j'étais dans la conception des réacteurs et ensuite dans leur construction démarrage, c'est de prendre en compte ces risques, tout faire en sorte pour qu'ils n'arrivent pas, et si jamais ils arrivent, faire en sorte que les conséquences soient les plus faibles possibles. Alors, en France, nous avons eu une situation accidentelle qui aurait pu, enfin, incidentelle, qui aurait pu mal tourner. C'est la centrale du Blayais. La centrale du Blayais, alors j'ai plus la date exacte, c'était une tempête. Il y en a qui ont plus de mémoire que moi qui vont retrouver ça. C'était pendant la période de Noël, pendant les vacances de Noël, il y a eu une tempête extrêmement forte qui a provoqué beaucoup de dégâts en France. Et en particulier, il y a eu un apport de débris dans le poste d'eau de la centrale du Blayais qui a complètement obstrué le poste d'eau, donc qui est passé en surcharge. À ce moment-là, les galeries, l'eau s'est engouffrée dans les galeries ont été inondées et des armoires électriques ont sauté. À la centrale du Blayais, il y a 4 réacteurs et sur les 4 réacteurs, il y a eu, dans un premier temps, 2 réacteurs qui ont commencé à avoir des problèmes avec des sources froides qui commençaient à avoir des fonctionnements erratiques, et le 3e s'y est mis aussi. Les opérateurs étaient dans la même situation qu'au Blayais, qu'à Fukushima, route coupée, il y avait des arbres qui étaient tombés, la relève n'a pas pu être faite en pleine nuit, et on a commencé à avoir des ruptures d'électricité. Ils ont, comme à Fukushima, les opérateurs ont très bien réagi, ils ont fait avec ce qu'ils avaient sous la main, la situation était beaucoup moins dégradée, et ils ont réussi à faire ce qu'on appelle un refroidissement banalisé. Bon, voilà. En gros, les moyens de refroidissement de la tranche numéro 4, ils l'ont mis au service des 3 autres. Mais c'était une situation accidentelle qui aurait pu très mal tourner. Depuis, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été tirés de cette situation accidentelle ainsi que de Fukushima. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. Si, enfin, on déduit que finalement un accident est toujours possible, mais oui. Et je n'en doute pas, tout est mis en œuvre pour que ces accidents soient, sinon impossibles, au moins maîtrisés dans leurs conséquences, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, si vous allez sur certains sites qui veulent du bien au nucléaire, ils appellent ça Tchernobyl. Ah oui, voilà. Très bien. Très bien. Alors, quelques questions. Durant ton exposé, tu as parlé de la perte de l'alimentation électrique et Oui. qui serait intervenue notamment avant le tsunami. C'était peut-être une conséquence du tremblement de terre. Alors, c'est une conséquence du tremblement de terre. Un tremblement de terre extrêmement violent, d'après ce que je sais, parce que je ne sais pas tout là-dessus. Le réseau à haute tension a sauté par des pylônes qui sont tombés au sol, des pylônes à 400 000 volts, hein, parce qu'ils ont à peu près le même réseau que nous, et des postes électriques à très haute tension, pareil, qui ont été ruinés ou des disjoncteurs qui se sont ouverts et tout le réseau a sauté. Voilà. Très bien. Donc, ça s'appelle le blackout. Tu as aussi parlé des 400 employés qui sont restés bloqués 2 jours sur le site. Oui. Évidemment, ça paraît surprenant qu'on n'ait pas pu les assister en moins de 48 heures. C'est très étonnant. Ben non, il n'y avait pas moyen d'accès. Hein. Toutes les routes étaient coupées, les routes qui accédaient au site, mais autour du site aussi. Enfin bon, si vous allez sur Google Maps, vous verrez où est situé Fukushima. Vous allez zoomer un peu, vous verrez que c'est des petites routes. Hein, les centrales ne sont jamais construites à côté des villes. Donc les petites routes ont été obstruées, des arbres, etc. Il y a des choses qui se sont cassées, des ponts. Il y a des routes qui se sont ouvertes. Et puis, le réseau principal du Japon a été en très, très, très mauvais état. Très mauvais état. Il a fallu 48 heures pour arriver sur le site.
Et c'est surprenant. Alors, il ne faut pas oublier qu'effectivement, la principale catastrophe, c'était d'abord le tremblement de terre et que la conséquence, c'était effectivement l'incident nucléaire. Euh, le refroidissement passif ne nécessitant pas d'électricité, est-ce qu'on sait pourquoi le refroidissement s'est arrêté? Alors, il ne nécessite pas d'électricité sur le plan actif, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de pompe ou de circulateur ou de choses comme ça. Par contre, il faut des vannes et des clapets. Et ces vannes et ces clapets, ils sont commandés. Alors, vous pouvez avoir des clapets mécaniques, on n'aime pas beaucoup ça dans le nucléaire. Hein. Les clapets, vous savez, le truc qui s'ouvre et puis qui se referme tout seul. En règle générale, quand il s'ouvre, il ne se referme pas. Bon, donc, on n'aime pas beaucoup ça, ce n'est pas très sécuritif. Donc, en règle générale, ce sont des clapets commandés. Et les vannes, c'est pareil. Donc, vous avez des vannes pneumatiques, à commande pneumatique ou à commande électrique. Alors, commande électrique directe, un peu, vous savez, comme le solénoïde de votre démarreur de voiture, ou alors avec une motorisation électrique pour des vannes un peu plus importantes. Comme il n'y avait pas d'électricité, les opérateurs sont rentrés dans les bâtiments réacteurs, hein, quand même, ils sont rentrés dans l'enceinte pour aller déverrouiller les commandes. Il y a des commandes manuelles. Alors, on ne parle pas de petits robinets de lavabo, là, on parle avec de vannes avec des volants de commande qui font pas loin d'1 mètre de diamètre. Donc, ils ont réussi à ouvrir, mais très vite, ce système de thermosiphon, il doit se refroidir. Donc, il y a un ballon. Donc, l'eau chaude va dans un ballon, c'est mouillé, enfin, se trempe à ce moment-là, et vous réinjectez. Mais ce ballon, petit à petit, si vous ne le refroidissez pas, il va monter en température. Donc, l'eau chaude, vous allez réintroduire. Donc, à un moment, le système, il ne fonctionne plus. Alors, Luc nous parle enfin, nous pensait que tu allais nous parler d'une porte étanche, ou plutôt de l'absence de cette porte étanche. Donc, je suppose que si je te dis ça, tu vas savoir de quoi il s'agit, parce que moi, j'avoue que c'est un peu obscur. Alors, je pense que Luc fait allusion à ce qu'on appelle au sas d'entrée du bâtiment réacteur. Alors, effectivement, dans tous les réacteurs, sauf peut-être Tchernobyl, d'après ce que je me souviens, comme j'y étais, vous avez un sas. Vous avez un sas, hein, un peu comme un sas de magasin avec les deux portes coulissantes, sauf que là, ce n'est pas des portes coulissantes. Vous avez des portes blindées qui sont montées sur des vérins, etc. Et puis, quand vous rentrez, vous avez une porte qui est ouverte, vous rentrez dans le sas, vous fermez derrière vous, vous montez, vous pressurisez le sas pour être à la pression de l'intérieur de l'enceinte ou à la dépression, et puis vous ouvrez à ce moment-là. Et en fonctionnement normal, ce sas, il est effectivement fermé. Alors ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et à ma connaissance, à Fukushima, ça a à peu près fonctionné. Sauf que la montée en pression due à l'hydrogène, c'est pas sorti par là. C'est sorti par la cuve. La cuve, l'étanchéité s'est rompue, l'étanchéité gazeuse s'est rompue, et les opérateurs sont intervenus rapidement pour évacuer l'hydrogène justement de cette enceinte de confinement qui est autour, pour le relarguer dans les circuits de ventilation. Et là, ça n'a pas fonctionné. Le circuit de ventilation était à l'arrêt. Voilà. D'accord. Je fais simple. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site dont vous trouvez la référence sur l'exposé. On reviendra vers toi le cas échéant, hein, je pense. Alors, quelques questions, peut-être les dernières d'ailleurs, quelques questions en fait sur les conséquences sanitaires. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, 10 ans après, de mesurer le nombre de victimes, notamment de morts, de malades qui sont imputables à cet accident, et sur le même registre, quelles sont en gros les conséquences sanitaires que l'on retient de ce grave accident, quoi. Alors, c'est une question, je m'y attendais, je ne suis pas médecin ni médecin du nucléaire, et donc j'ai cherché les références, les dernières références de mars 2021, donc vous voyez, c'est tout récent. Alors, les résultats peuvent être surprenants dans le sens que, en règle générale, quand on donne ces résultats sans explication, les gens ils disent « Ok, c'est de la langue de bois comme d'habitude ». Alors, les irradiés de Fukushima, il y a un irradié grave qui est un employé de la centrale. Beaucoup d'opérateurs sont intervenus pour gérer l'accident. D'abord, la situation incidentelle et ensuite accidentelle. Quelques-uns ont reçu des doses qui dépassent ce qui est autorisé. Donc, pour le personnel du nucléaire, c'est 5 millisieverts, donc 5 fois plus que la population normale, parce qu'ils sont suivis pour ça. Quelques-uns ont pris des doses supérieures, dont un, il a pris, alors attendez que je retrouve la valeur, parce que j'avais préparé ça quand même, dont un qui a pris 195 millisieverts.
Donc, c'est une dose importante, très importante. Et ce monsieur a été suivi. Depuis, il est décédé et les autorités japonaises ont décidé de le déclarer comme étant victime de l'accident. Donc, c'est la seule victime connue à ce jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le nombre de personnes qui sont suivies médicalement par les autorités japonaises. C'est absolument considérable. En particulier, il y a un dépistage des cancers de la thyroïde qui a été fait, surtout chez les personnes jeunes qui sont les plus fragiles et les plus sensibles en termes d'absorption de l'iode radioactif à la thyroïde. Actuellement, ce dépistage a été fait, ce suivi a été fait, ont été identifiés des enfants avec des cancers de la thyroïde, oui, c'est vrai, mais le nombre détecté est identique à la même population dans un pays qui fait ce dépistage depuis plus longtemps, parce que le Japon faisait très peu de dépistage de cancer thyroïdien. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, nous en France, on le fait, en tout cas depuis 1986, et le taux de dépistage de cancer de la thyroïde est identique au Japon de ce qu'on va trouver en France, en Allemagne, en Finlande, de tous les pays qui font des dépistages depuis plus de 10 ans. Donc, les Japonais actuellement ne peuvent pas identifier de conséquences sanitaires chiffrables, même si ça surprend, même si c'est éventuellement pas crédible. Mais je ne peux pas vous dire mieux que ça. Et actuellement, il y a une seule personne répertoriée comme étant victime de l'accident avec une irradiation à 195 millisieverts, ce qui est en dessous de la dose létale 50. La dose létale 50, c'est une dose où 50% de la population risque de décéder. Et la dose létale 50, on est plutôt aux alentours de 500 ou 600 millisieverts. Donc lui, il a pris 195, ce qui est une dose extrêmement importante, il faut être clair. Il est décédé et les autorités ont décidé de le déclarer comme victime de l'accident. Merci. J'en reste là pour les questions. Hervé, on arrive au terme de cette conférence. Je voudrais me porter, évidemment, être porteur du message des remerciements des spectateurs nombreux ce soir. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique qui a permis la mise en place de cette conférence au niveau du district. Et puis, bien sûr, je voudrais remercier tous les participants et invités qui ont, j'espère, comme moi, absorbé un certain nombre d'informations et je pense qu'on dormira un petit peu moins ignare ce soir. Alors, je fais un petit peu de promotion pour la conférence à venir. Alain Martinet du Rotary Club de Saint-Malo-Dinard a le plaisir de vous inviter à une conférence mardi 23 mars, mardi prochain à 21h. Le thème, c'est comment je suis devenu médecin, sapeur-pompier, mes expériences de le civil, mes expériences de réserviste. Notre conférencier sera le docteur Jacques Vallard. Vous allez recevoir, messieurs les présidents, mesdames les présidentes et présidents, vous allez recevoir le mail en principe de promotion de cette conférence ce soir sur vos écrans. Donc, n'hésitez pas à les transférer à tous vos membres pour que l'on soit au moins aussi nombreux que ce soir. Encore un très, très grand merci, Hervé, et à très, très bientôt à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.